Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous géopolitique de la saison 2024-2025 consacré aujourd'hui à l'action humanitaire, une géopolitique de l'humanitaire qu'on imagine largement bousculée par le contexte politique que l'on connaît. Et pour parler de ce sujet, on a donc la chance de recevoir Jean-François Corti, président de l'ONG Médecins du Monde, que vous connaissez tous. Merci Jean-François d'avoir accepté notre invitation. Jean-François Corti, en plus de la présidence de Médecins du Monde, vous êtes vous-même médecin, vous êtes également diplômé en anthropologie et chercheur associé à l'IRIS, différentes casquettes qui font de vous l'un des meilleurs spécialistes français des questions humanitaires, de santé globale et des inégalités sociales, sanitaires et environnementales. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur ces questions, la précarité sanitaire et les nouvelles formes de solidarité internationale. Vous avez aussi réalisé des films, notamment des documentaires. Votre dernier livre, Géopolitique de l'humanitaire, publié aux éditions Erol, il y aura d'ailleurs une dédicace, une vente dédicace organisée par la librairie Coiffard, merci, dresse un état des lieux des bouleversements que traverse le secteur, sur fond de recul de l'aide publique au développement, de désengagement des grands donateurs institutionnels comme les États-Unis, les atteintes répétées au droit international humanitaire, mais aussi des tensions nouvelles liées à la crise environnementale, la politisation croissante de l'aide, ou encore la remise en cause de certains principes fondateurs de l'action humanitaire. Alors on va parler bien sûr de tout ça, on parlera aussi du terrain, notamment Gaza bien sûr, où les humanitaires eux-mêmes deviennent des cibles, mais aussi des crises oubliées. Malheureusement, il y en a beaucoup, des populations déplacées, du rôle croissant du secteur privé, des conséquences aussi de la montée des populismes sur votre travail et des stratégies de résistance et d'adaptation que peuvent tenter de mettre en place les ONG. Alors Jean-François Corti, vous avez pris la tête de Médecins du Monde il y a quelques mois, je le disais, dans un moment peut-être de bascule pour l'action humanitaire internationale, sur fond des différentes problématiques que j'ai rappelées. Qu'est-ce que vous utiliseriez comme mot pour décrire cette période, crise de financement, crise morale, crise systémique sur le flanc de l'humanitaire ? C'est un moment effectivement difficile pour les acteurs humanitaires. Bonjour à toutes et tous d'abord, je suis très heureux de venir à Nantes. Je vois qu'il y a des visages familiers dans la salle, des adeptes, des bénévoles de Médecins du Monde notamment, puisque Médecins du Monde a des programmes dans la région. Et j'ai aussi beaucoup d'amis, notamment sur Sainte-Pazanne, où j'ai fait un film, effectivement, comme vous l'avez rappelé, sur le cluster de cancer pédiatrique qui a été vécu et comment des familles, au travers de l'association Stop au cancer de nos enfants, se sont mobilisées pour essayer de mieux comprendre pourquoi ces enfants meurent sur Sainte-Pazanne. Donc je suis très heureux de venir à Nantes et merci beaucoup à l'université, merci à vous Ulrich pour cette invitation. Le moment est effectivement est difficile. On est dans une tension où effectivement les droits fondamentaux sont battus en brèche à de nombreux égards dans le monde, on va dire, sur l'accès aux droits, l'accès aux soins, dans un contexte d'empilement de conflits chroniques, comme rarement il y en a eu autant dans notre histoire, en tout cas contemporaine. Des crises donc nationales, transnationales, des conflits nationaux, transnationaux, qui nous font penser à certes l'Ukraine, le conflit israélo-palestinien, mais aussi le Yémen, ce qui se passe à Myanmar, l'Afghanistan, ce qui se passe au Soudan, République démocratique du Congo, République centrafricaine, Burkina, Mali. Enfin, vous voyez qu'il y a tout un nombre de conflits conséquents qui impactent énormément les civils et aussi les humanitaires, puisque l'année dernière, il y a eu environ 400 humanitaires qui ont été tués. On pourra y revenir sur ces questions de sécurité. La question, est-ce que c'était mieux ou pas avant ? Donc voilà, on est dans un environnement géopolitique instable et où les crises et les conflits sont présents, majeurs, où ils sont accentués par différents mécanismes
de politiques ultralibérales qui accentuent les précarités et qui accentuent aussi des vulnérabilités sociales, et donc qui sont des formes de déterminants de conflictualité. Et puis vous avez aussi la crise environnementale, à travers notamment la crise climatique ou la crise de la biodiversité, qui sont aussi des facteurs de déstabilisation de pays, de régions, qui induisent des enjeux de conflictualité, et donc voilà, et qui accentuent la précarité. Donc on est dans un contexte effectivement assez difficile, une époque qui est difficile, où on a l'impression que, et on y reviendra aussi, différents mécanismes de gestion de crise qui ont été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour ne pas avoir à revivre la Shoah et le génocide juif, entre autres. Tout un tas de mécanismes qui, aujourd'hui, on a l'impression, on a le sentiment, et plus le sentiment, qu'ils sont remis en question, y compris par ceux qui les ont générés. Et donc, tous les accords autour de la prévention et la répression du crime contre l'humanité, crime de masse, crime de génocide de 1948, aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas forcément un sujet qui est très porteur, y compris pour les Occidentaux, lorsqu'il s'agit de limiter les risques de crimes de masse dans différents conflits, et pas que celui du conflit israélo-palestinien. On est dans un contexte où la Cour internationale de justice, qui est censée s'intéresser aux États, la Cour pénale internationale, qui est censée s'intéresser aux individus et autres leaders, ces instances-là sont quand même remis en question, y compris par nos démocraties. Et où le droit international humanitaire, qui est censé protéger les civils, les soignants, les aidants, est aussi bien bafoué, même si c'est pas nouveau que ce droit soit remis en question. Ce droit, il a été, vous le savez, créé fin 19e, au moment de la bataille de Solferino. Enfin, ça, c'est un peu l'histoire qui est souvent reprise. Henri Dunant, qui voit que les blessés sont sacrifiés, que les civils aussi paient un lourd tribut, y compris les soignants de conflits, notamment lors de la bataille de Solferino, et qui, à partir de là, initie une pensée qui va amener la Croix-Rouge internationale et les conventions de Genève, avec différents protocoles additionnels qui, au cours du XXe siècle, vont constituer le socle du droit, notamment international, et du droit international humanitaire. Il faut avoir en tête aussi qu'évidemment, cette notion d'humanitaire et sur ces principes d'humanitaire et sur la diversité et la typologie très variée des acteurs de l'aide, cette raison humanitaire, elle n'est pas spécifiquement l'apanage des Occidentaux, même si on en a fait un outil moral souvent de domination plus qu'autre chose. Beaucoup de cultures, avant même la bataille de Solferino, avaient déjà des mécanismes de solidarité sur des moments de crise ou autres. Donc on est dans un temps effectivement où des mécanismes de protection des civils, de formes d'humanisation de la guerre, et c'est bien le rôle du droit international humanitaire, hein. Son rôle n'est pas d'empêcher la guerre, mais d'essayer d'humaniser. Ce droit, d'ailleurs, a été écrit par des militaires eux-mêmes. Donc ces mécanismes de protection des civils, de tentative un petit peu d'humaniser toutes les conflictualités, aujourd'hui se retrouvent bousculés. Et ils se retrouvent bousculés, et c'est ça aussi qui est un peu nouveau, y compris par des démocraties qui, pour la plupart, en ont fait souvent un outil on va dire de diplomatie dans de nombreuses zones conflictuelles. Mais aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est assez flagrant, on observe un deux poids deux mesures sur la manière d'utiliser ces droits, qui est éclatant lorsqu'on met en parallèle la contemporanéité du conflit entre israélo-palestinien et ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et où on ne comprend pas, en tout cas moi je ne comprends pas pourquoi un droit, des valeurs, des institutions comme la CPI ou la Cour pénale ou la Cour internationale de justice pourraient être valorisées d'un côté et pas de l'autre. C'est assez difficile à comprendre. Et en fait, vous vous rendez compte que ça a probablement existé de longue date, mais c'est encore plus prégnant aujourd'hui. Lorsque vous mettez en avant un droit international humanitaire à géométrie variable, et même vous faites de cet outil davantage un outil de domination que de justice. Et c'est assez problématique si vous voulez avoir une forme d'universalisme
de la gestion des conflictualités, de l'humanisation de ces conflictualités, notamment à travers ce droit. Donc voilà, je me suis un peu déjà avancé sur notre discussion, mais la période est tendue. Il y a eu beaucoup d'autres périodes tendues. Je pense que les personnes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale ou même la Première, ou si je parle sous l'angle occidental, pourraient nous dire qu'il y a eu d'autres périodes noires et qu'on a beaucoup d'avancées sur la médecine, sur différents aspects technologiques de confort de notre existence. Mais voilà, quand même, le péril climatique, les conflictualités importantes. Un point qui est important, je pense aussi pour mon secteur, c'est le renforcement des régimes, on va dire, du populisme et de ce vers quoi il veut nous amener, y compris dans nos démocraties. J'attends rien, par exemple, du régime chinois ou du régime russe ou nord-coréen en termes de défense des droits fondamentaux, mais lorsqu'on voit des démocraties comme les démocraties américaines ou même certaines européennes avec des régimes, on va dire, populistes qui sont en train de remettre en question les droits fondamentaux, le droit des femmes, le droit des minorités, notamment au travers de diverses mesures, dont la suppression de l'USAID, l'agence américaine de l'aide, dont la baisse à hauteur de 50%, et c'est que le début de l'aide publique au développement par les Européens, annoncée fin 2024, et donc de manière beaucoup plus sournoise, et certes moins violente que l'annonce de Trump, mais ça renvoie tout ça aussi le fait que la remise en question de la solidarité internationale, la remise en question aussi d'une certaine idée de la science, parce que lorsqu'on coupe des budgets comme ça, l'USAID, c'est aussi une défiance vis-à-vis du champ de la recherche, du travail sur le champ de l'écologie, du climat ou autre, on se rend compte que en fait, c'est beaucoup d'acteurs du corps intermédiaire, des associations, des chercheurs, qui sont des acteurs qui, dans nos démocraties, produisent de la donnée qui est censée éclairer la décision publique, avec l'idée d'être des contre-pouvoirs constructifs et d'éclairer la décision publique dans le sens de l'intérêt général. Aujourd'hui, on y reviendra peut-être sur la loi du plomb, par exemple, qui est en discussion, on a plutôt l'impression d'être dans une démocratie des lobbies plutôt que dans une démocratie, on va dire, de l'intérêt général, de la santé publique et du respect des droits de tous. Simplement, je dis ça pourquoi ? Parce que, pour revenir à ta question, la singularité aussi de ce que l'on vit aujourd'hui dans mon secteur, et je reste sur mon secteur, est un symptôme d'une dérive illibérale de nos démocraties et d'une régression démocratique. Parce que lorsque l'on coupe les financements de manière aussi majeure, aussi radicale des organisations internationales comme les ONG, les Nations Unies, différents programmes qui agissent sur le sida, des organisations donc, qui à la fois sont engagées dans la recherche pour la santé mondiale, le climat, qui travaillent sur la solidarité internationale, quand on les coupe de manière brutale, derrière, c'est des milliers de morts du jour au lendemain. C'est des patients, des patientes sur plein de programmes qui ne peuvent plus trouver leur traitement antirétroviraux pour le sida du jour au lendemain. C'est des milliers de programmes d'accès aux droits et aux soins pour les femmes, notamment sur tout ce qui relève de la contraception, y compris de l'avortement. C'est des milliers de programmes d'appui à des minorités qui sont maltraitées, LGBTQI+, ou autres, dans de nombreux pays. Et donc, c'est des milliers de morts aujourd'hui et des projections qui nous montrent que ce sera aussi potentiellement des millions de morts, notamment dans le cadre de pandémie. Donc, couper des financements comme ça de manière aussi brutale, c'est altérer la capacité de corps intermédiaires de pouvoir répondre à des besoins importants. Ces coupes, elles se font, et en tête, ces coupes de financement qui sont en train de révolutionner par le bas l'écosystème humanitaire, elles se font sous le scope d'une idéologie bien précise. Quand les autorités américaines coupent du jour au lendemain et ferment l'USAID, c'est parce que ces programmes ne répondent pas à la doctrine de Trump qui consiste à mépriser le droit des femmes, notamment les questions de l'avortement, les questions de prise en charge des minorités, tout ce qui relève aussi de la santé publique et de la santé mondiale, pour lesquels ce régime populiste n'a que faire. Et d'ailleurs, il a annoncé sa sortie de l'OMS, comme le fait l'Argentine, avec une remise en question d'un multilatéralisme à l'échelle internationale, notamment sur les questions de santé publique, qui sont assez troublants. Enfin, quand on voit ce qui s'est passé avec le Covid, si on n'accepte pas l'idée que une prise en charge mondiale pour des pathologies émergentes qui impactent la planète entière et qui ne peuvent pas être prises en charge qu'autrement qu'avec une vision mondiale, on se tire une balle dans le pied pour toutes les maladies émergentes et les prochaines pandémies qui vont avoir lieu et qui vont arriver. Enfin, on le sait. Donc voilà, simplement pour dire que, et je terminerai là,
le drame aujourd'hui, en plus de tout ce qu'on a rappelé, des surmortalités dans les conflits, du non-respect du droit international humanitaire, de la crise climatique qui accentue les conflictualités, c'est aussi, je trouve, le fait qu'en plus des régimes autoritaires et totalitaires qui existent déjà dans le monde et contre lesquels on pouvait opposer une certaine vision de la solidarité, de la liberté, de la démocratie, ces valeurs-là, elles sont aussi mises en tension sur nos propres territoires à travers la pression de populistes, de l'extrême droite aussi, et je le dis parce que c'est totalement assumé par ceux qui portent ces politiques de répression d'une certaine manière. Et donc, attaquer les ONG, attaquer les chercheurs, c'est de mon point de vue une manière aussi de symptomatiser la régression démocratique qui est en train de nous affecter aujourd'hui et qui le sera encore plus demain. Merci, merci Jean-François Cortier. Un mot encore sur USAID, parce que finalement, on en a entendu parler pendant les premiers jours, les premières semaines, et ça a vite été oublié, hein, une actualité chasse l'autre. Pourtant, USAID, on ne le rappelle pas peut-être jamais assez, mais je crois que c'était environ 40% du financement de l'aide au développement, de l'aide humanitaire au niveau mondial. J'imagine que ça se remplace pas. Comment on fait quand on est une ONG et qu'on a 40% de son, parfois plus, parfois moins, qui est supprimé comme ça du jour au lendemain? Oui. Alors, ça a révélé, cette annonce brutale de coupe des financements de l'USAID, un problème plus important qu'on connaissait avant ces annonces-là, qui était le fait qu'il y avait une surdétermination de financement de l'écosystème humanitaire par certains États qui rendaient cette aide très politique. Je m'explique. Effectivement, il y a un top 20 des pays, essentiellement occidentaux, qui sont les plus gros financeurs de l'écosystème humanitaire, à hauteur de 97%. Et effectivement, l'USAID, donc la branche américaine, est représentée 40% de l'écosystème humanitaire. Ce qui fait qu'effectivement, vous pouvez déjà envisager ce que ça implique, le fait que certains pays soient des donateurs privilégiés par rapport à d'autres, dans un contexte où chaque État financeur finance de l'aide en fonction de ses propres intérêts. Et on y reviendra lorsqu'on verra la différente typologie des acteurs de l'aide, et c'est peut-être par ça qu'il faudra ensuite qu'on enchaîne. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que les aides de financement apportées par ces États prioritaires, elles allaient toujours dans le sens, et le choix des conflits allait toujours dans le sens des intérêts des États qui financent. J'en veux pour exemple le fait qu'au lendemain de la tentative d'invasion en 2022 de Poutine en Ukraine, une grande majorité des financements institutionnels de l'écosystème humanitaire qui était normalement dédié au Yémen, au Soudan, à l'Afghanistan, ont été réfléchis vers le conflit ukrainien. Non pas parce qu'il y avait plus de besoins en Ukraine qu'en Afghanistan, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais parce que c'était des choix politiques faits par les bailleurs principaux de l'écosystème humanitaire. Donc, ayez en tête que déjà, il y avait un problème de déséquilibre dans le surfinancement par certains pays de l'écosystème humanitaire, le rendant très vulnérable, cet écosystème, à une politisation de l'aide. Donc, c'est les prémices des enjeux de la politisation qu'on discutera après, et qui sont aussi des éléments importants pour comprendre comment l'aide humanitaire peut être instrumentalisée et détournée de sa propre voie. Et donc, quand Trump a annoncé la coupe du USAID, effectivement, c'est du jour au lendemain. 40% de l'écosystème humanitaire. Et du jour au lendemain, on a reçu, nous, Médecins du Monde de France, on avait en gros des budgets autour de 3 à 4 millions issus de l'USAID, sur un budget global de 150 millions d'euros pour notre association, où on a toujours fait le choix d'avoir un équilibre entre des fonds propres, c'est-à-dire issus de la générosité du public, et des fonds institutionnels, issus de la générosité, enfin des financements des États. Et donc, nous, on n'a pas été trop impactés, et on a pu compenser, avec nos financements propres, la perte de financement du jour au lendemain du USAID. Mais il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'ONG, dont le modèle économique est fondé sur une majorité de fonds institutionnels, c'est-à-dire issus des États. Il y a beaucoup d'ONG qui ont un mélange des deux, comme la mienne, comme Médecins du Monde, et il y a des ONG qui n'ont que des financements issus de la générosité du public. Je pense notamment à Médecins sans frontières, pratiquement 95%, même plus de fonds issus de la générosité du public ou des fondations. Et donc, lorsque du jour au lendemain,
on vous annonce qu'on ne va plus vous financer, en rupture totale avec les contrats qu'on vous a passés, qu'on va même aussi pas forcément vous rembourser les financements que vous avez déjà engagés sur le terrain. Il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas la trésorerie pour pouvoir compenser et qui, du jour au lendemain, ont disparu. Ou alors, y compris des grosses organisations françaises, sont en train de faire des plans sociaux à hauteur de 40 ou 50% de leur staff. Je l'ai évoqué, du jour au lendemain, des programmes qui ferment dans le champ de la réduction des risques sur le VIH, sur la protection et le suivi notamment des droits en santé sexuelle et reproductive, sur la question des programmes mère-enfant. Et donc, du jour au lendemain, vous avez des programmes qui sont arrêtés et des milliers de personnes qui n'ont pas pu avoir leur traitement. Et dans ces programmes, je l'évoquais aussi, ce sont les ONG qui sont impactées par la baisse de ces financements, mais ce sont aussi des agences des Nations Unies, comme l'UNAID, par exemple, le programme d'aide sur le VIH. C'est aussi un programme comme le PEPFAR, qui est un programme présidentiel, notamment américain, essentiellement centré sur le VIH, qui du jour au lendemain a vu ses fonds coupés. Et donc, c'est ça qui a été terrible. C'est cette annonce qui n'a pas créé la possibilité pour que des millions de patients puissent trouver des alternatives. Donc, d'une brutalité inouïe. Et dans le même temps, comme on l'a rappelé tout à l'heure, de manière plus sournoise, moins brutale, mais tout aussi orientée, en fin 2024, l'aide publique au développement des Européens a été coupée de 50%. Le budget du gouvernement Bayrou de janvier 2025 a annoncé une coupe de près de 37% de l'aide publique au développement, sous effet, sous pression des populations dans de nombreux pays, avec l'idée qu'il faut réorienter les financements normalement prévus pour la solidarité internationale vers des programmes plus sécuritaires. Donc, c'est effectivement absolument dramatique en termes de mortalité pour les patients, en termes aussi de survie pour des institutions qui, aujourd'hui, pour la plupart, sont en crise, des ONG, mais aussi des agences des Nations Unies qui sont mis en difficulté. Peut-être, et c'est important d'expliquer, d'abord, la question de la définition de l'action humanitaire. On est peut-être allé un peu vite, mais l'action humanitaire, pour la dissocier de développement, une définition un peu caricaturale, c'est lorsque vous avez un groupe de population qui, dans un contexte donné, une catastrophe naturelle, un conflit national, transnational, une épidémie ou des politiques répressives, voient leurs conditions de vie chuter. Ils sont dans une rupture face à un état antérieur et ne peuvent plus répondre à leurs besoins vitaux comme se nourrir, se loger, s'éduquer ou autre. Et l'action humanitaire est censée les faire revenir à leur niveau d'antériorité de la rupture, en leur donnant la capacité de pouvoir faire leur propre choix pour l'existence. Et puis le développement, on est sur un autre registre temporel. Donc, dans ce contexte de définition, on voit bien que les éléments de rupture, ça peut être des guerres, ça peut être des épidémies, mais ça peut être aussi des politiques répressives, sur les homosexuels en Ouganda, sur les migrants en Europe, qui créent les conditions d'une situation de survie ou d'incapacité à répondre à des besoins. Et ça légitime, en fait, la possibilité pour des humanitaires de leur apporter un soutien. On a beaucoup travaillé sur le risque néocolonial issu de l'action humanitaire, et il y a beaucoup d'ONG, dont Médecins du Monde, qui a fait évoluer ces modes opératoires pour notamment de plus en plus travailler en France, certes, mais à l'international, avec des partenaires locaux, avec des associations locales, avec des ministères de la Santé des pays dans lesquels on intervient, pour pas justement se comporter en soldats bienfaiteurs de l'humanité, arrivant et expliquant tout aux populations civiles, mais en étant dans une logique d'échange, de partage, de co-construction, avec des acteurs de société civile, pour lesquels on les aide à pouvoir répondre à des besoins vitaux. Alors, pour MDM, c'est essentiellement les enjeux de santé, mais en créant les conditions pour qu'ils puissent s'émanciper eux-mêmes et devenir des acteurs du changement social dans leur propre société. Bien sûr, avec une conjonction de valeurs autour des idées de solidarité essentiellement. Dans les principes de l'action humanitaire, qui ont été renforcés dans les années 70 avec l'émergence du sans-frontiérisme, vous le savez, au lendemain de la guerre du Biafra, l'émergence d'MSF, puis d'MDM et de toute une myriade d'ONG françaises, mais aussi internationales, de l'hémisphère nord, mais aussi du sud. Les principes de cette action humanitaire ont été rappelés, rappelant que les modalités d'intervention, de lutte contre les inégalités, notamment pour Médecins du Monde, contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales, elles sont fondées sur des principes d'impartialité, d'indépendance,
de solidarité, de désintéressement et parfois, je dirais, j'ai perdu le mot, indépendance, solidarité, impartialité et neutralité. Voilà. La question de la neutralité, elle fait débat. Moi, par exemple, j'ai du mal à assumer que lorsqu'on est engagé dans la lutte contre des politiques, contre les inégalités sanitaires, sociales ou environnementales, lorsqu'on veut défendre un droit international qui est maltraité par les acteurs politiques de tous bords, c'est difficile de dire qu'on est neutre. On est évidemment non partisan et ça fait partie de nos principes d'action. Médecins du Monde, comme d'autres ONG, on n'est ni pour la droite, ni pour la gauche, ni pour l'en même temps. On est pour la défense d'un accès au droit à la santé pour tous, avec des principes de partenariat, comme je l'ai évoqué, de terrain, d'approche communautaire, en respectant l'indépendance, l'impartialité. Et donc, on est dans le champ du politique. Mais on n'est pas partisan, on n'est pas en défense d'idéologie ou de groupe politique. La seule idéologie peut-être qu'on pourrait défendre, c'est celle d'une approche philosophique qui consisterait à dire que l'existence ne doit pas être faite de souffrance et qu'en tant que soignant, si on peut l'atténuer, eh bien, finalement, ça serait pas mal. Donc il y a cette idée quand même de répondre à une certaine vision de la solidarité, de la souffrance des corps, psychique, morale et physique, en tant que soignant, qui impacte notre représentation du monde et de l'existence, notamment au travers des gestes de soins qu'on peut faire. Donc il y a cette idée-là, mais aussi on répond à des principes de santé publique qui, eux, pour le coup, n'ont rien de philosophique ou d'idéologique, mais qui rappellent, par exemple, que dans une société donnée, plus l'écart de santé est important au sein d'une même société, plus l'état global de la société sera mauvais. Et que donc, on a tout intérêt à créer les conditions d'une limitation des inégalités de soins pour l'intérêt général. Donc ça, c'est des éléments qui sont assez structurants dans le portage de nos messages. Et donc, ayez en tête que dans la géopolitique de l'action humanitaire, vous avez les États, qui ont le droit, qui sont légitimes dans le fait d'assister de manière bilatérale ou multilatérale d'autres pays qui vivent des catastrophes naturelles. On a vu souvent des États comme la France monter des hôpitaux de campagne sur des zones de catastrophes naturelles ou autres. Voilà, ces États-là interviennent dans le cadre d'une géopolitique de l'aide, mais ils ne répondent pas à des principes d'impartialité, d'indépendance, des intéressements. Ils sont toujours dans des logiques, et c'est normal, d'intérêts politiques, sociaux, économiques ou autres. Et ça fait leur spécificité, mais ça fait leur spécificité en tant qu'acteurs de l'aide originale. Vous avez ensuite, dans cette géopolitique de l'aide, les ONG qui, elles, répondent à des principes humanitaires que je vous ai rappelés, d'impartialité, d'indépendance, parfois de neutralité, de désintéressement. Vous avez aussi les agences des Nations Unies, qui sont des agences supranationales, qui répondent aussi à ces principes d'action humanitaire. Et puis vous avez aussi de plus en plus de fondations privées qui pénètrent le marché régulièrement. Non sans problème d'ailleurs, parce que prenons l'exemple par exemple de la fondation Bill et Melinda Gates, qui a un budget qui est plus important que le PIB de nombreux pays, quoi, et qui est capable donc d'orienter des politiques publiques en matière de santé sans forcément qu'il y ait de débats démocratiques comme il devrait ou pourrait y en avoir au sein de l'OMS. Et donc ça a posé des questions, parce que vu la puissance financière, c'est une organisation privée qui peut être prescriptrice de normes pour tout ce qui relève du sanitaire et du social. Et donc ça peut poser des questions, qu'il puisse y avoir des acteurs puissants qui échappent à des mécanismes, on va dire, de régulation, on va dire multilatérales, voire démocratiques, alors même qu'elles ont la capacité d'être des prescriptrices de normes dans le champ sanitaire et social à l'échelle mondiale. Donc voilà, je mets ça en avant sur la fondation Bill et Melinda Gates pour vous dire qu'évidemment, ces fondations ont un rôle fondamental dans la typologie et l'organisation de la géopolitique de l'aide, avec des effets positifs et négatifs. Donc je le rappelais, la question de la politisation de l'aide, évidemment, vous l'aurez compris, elle est d'autant plus importante que les États, dans leur démarche d'aide, ne font jamais une aide de manière désintéressée. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas leur reprocher. Cela était problématique avant même les annonces de Trump et de la Communauté européenne de coupes drastiques du budget de l'aide publique au développement
ou de l'aide de l'écosystème humanitaire, était quand même déjà problématique parce qu'encore une fois, il n'y avait que quelques États qui finançaient à 90% cet écosystème humanitaire et donc qui pouvaient politiser, et ça veut dire choisir telle ou telle crise, des bons ou des mauvais patients, entre guillemets, et ça, c'était quand même déjà des problématiques. Aujourd'hui, la plus grande problématique, c'est qu'effectivement, du jour au lendemain, il y a des milliers, voire des millions de gens qui vont mourir sans forcément pouvoir trouver d'alternatives, parce que avant même ces annonces, évidemment que tous les besoins n'étaient pas couverts. Ils le sont encore moins. Et des organisations comme la mienne, qui allons survivre aujourd'hui malgré ces coupes, on ne peut pas absorber tous les besoins qui sont sur le terrain. Et c'est vrai qu'indirectement, on est énormément impacté, nous aussi, parce qu'on se retrouve dans des situations où on avait des partenaires de terrain, par exemple, où on pouvait référer des malades, qui du jour au lendemain ont fermé, et lesquels on n'a plus pu orienter nos malades. Donc ça a impacté, en fait, tout le monde, cette question des coupes brutales, avec énormément de mortalité. Certes, l'idée qu'il va falloir réfléchir à un nouveau mode de financement de cet écosystème, un nouveau mode de gouvernance, peut-être plus ouvert. C'est peut-être l'occasion aussi pour les pays du Sud global, les BRICS et autres, de revendiquer et de pouvoir prendre un leadership un peu plus marqué dans ce secteur-là, avec des financements qu'il va falloir trouver. Alors les décisions que vous nous avez rappelées, là, sur lesquelles on est revenu, fin du USAID et puis aussi ces baisses en France et au Royaume-Uni, qui font un peu moins de bruit mais sont aussi importantes. Donc elles sont encore très récentes. Vous imaginez le secteur de l'humanitaire comment dans 3, 4, 5 ans ? Je pense que c'est très difficile de dire qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Ça va dépendre aussi des politiques des Occidentaux et de l'évolution des gouvernements, des idéologies qui seront au pouvoir, des tendances démocratiques ou illibérales qui se formaliseront ou pas, d'un populisme qui continuera ou pas à balayer en brèche le travail des acteurs de la solidarité nationale et internationale, du champ de la recherche, comme je l'évoquais tout à l'heure. Voilà, c'est très difficile de pouvoir avoir une anticipation sur tous ces enjeux. Mais peut-être que ce qui peut être intéressant de discuter, c'est de rappeler, parce qu'on est déjà dans le cœur du sujet sur les enjeux de demain, on y reviendra aussi, autour de la question de la santé environnementale et du rôle des ONG et de l'humanitaire dans le paradigme de la santé environnementale, la question du droit des femmes aussi, la question qui est pour moi existentielle de la manière dont nos ONG vont survivre ou pas dans des régimes illibéraux, sur la question du néocolonialisme qui reste encore très prégnant. Je pense que c'est intéressant de peut-être revenir sur des cadres structurants dans lesquels nous évoluons. Les ONG, par exemple, humanitaires, elles se différencient de la Croix-Rouge, du CICR, par le fait que nous ne sommes pas des auxiliaires d'État. Les Croix-Rouges, les CICR, la Croix-Rouge internationale, les fédérations des Croix-Rouges, fédérations des Croissants-Rouges aussi, sont des auxiliaires d'État qui donc sont redevables aux États, qui fonctionnent dans le cadre de conventions de Genève et autres, qu'on a rappelé tout à l'heure, qui sont constituées, consolidées au cours du XXe siècle avec différents protocoles additionnels. Aussi, les ONG, elles, n'ont pas à faire référence à ces conventions. Elles sont, en revanche, tenues de respecter les principes que j'évoquais tout à l'heure, et elles essayent d'évoluer dans un cadre, on va dire, ce qu'on appelle un espace humanitaire qui est bordé par ce droit international humanitaire qui est censé les protéger. Et je vous rappelais tout à l'heure que ce droit international humanitaire, censé protéger les civils, les soignants, les aidants, il est quand même pas mal remis en question. Il l'a toujours plus ou moins été, et encore plus aujourd'hui, y compris dans des contextes comme le Soudan, la République démocratique du Congo, ces crises oubliées, mais évidemment le Yémen, le conflit israélo-palestinien et ce qui se passe en Birmanie pour les Rohingyas ou ce qui se passe en Ukraine. Ce qui est important pour moi de préciser dans les dynamiques d'instrumentalisation de l'aide, parce que c'est pas nouveau et ça aussi, ça va nous permettre de comprendre comment demain peut être fait dans le paysage de l'écosystème humanitaire, et notamment sur les espaces
de travail indépendant des ONG que je défends et que mon association défend, pour être des acteurs du champ des relations internationales autonomes, c'est de rappeler que l'instrumentalisation de l'aide, elle date de quelques années déjà. La confusion militaro-humanitaire, le fait de voir que les États se réapproprient la politique, la symbolique, l'opérationnel, la sémantique de l'action humanitaire, notamment pour parler de guerre juste, on l'a vu en Irak, en Libye, et pour justifier des interventions en Afghanistan ou ailleurs, on voit comment la raison humanitaire que j'ai évoquée tout à l'heure, avec tous ces principes, est régulièrement détournée par des acteurs étatiques qui l'instrumentalisent pour justifier des politiques avec des intérêts économiques, coloniaux ou autres. Donc la question de la réinstrumentalisation de la raison humanitaire est un vrai sujet pour nous, parce que lorsque vous vous retrouvez sur des terrains d'intervention où les parties prenantes au conflit ne vont pas distinguer les humanitaires indépendants des humanitaires qui sont des opérateurs d'État et qui font à la fois du renseignement et de la pseudo-aide humanitaire, comme c'est le cas aujourd'hui avec la Fondation humanitaire pour Gaza, qui n'a rien d'humanitaire et qui est là pour cautionner une politique de déportation coloniale. C'était le cas d'acteurs que j'ai pu croiser moi en Afghanistan quand j'étais sur le terrain. C'est ce qu'on appelait des PRT, des Provincial Reconstruction Teams, des militaires américains qui à la fois faisaient de la distribution de nourriture et en même temps faisaient du renseignement pour les opérations militaires. Moi, j'ai rien contre les militaires et c'est pas mon sujet. Ce qui me pose problème, ce qui nous pose problème, les humanitaires, c'est quand il y a une confusion des genres qui crée les conditions d'une altération de l'espace indépendant des acteurs que nous sommes, qui sommes censés pouvoir intervenir des deux côtés d'une ligne de front, sans forcément choisir quels sont les bons ou les mauvais patients, en étant simplement dans une démarche d'altérité et de soutien à des situations de rupture que j'évoquais tout à l'heure. Donc cette instrumentalisation de l'aide, elle est problématique parce que c'est elle qui altère notre capacité d'intervention et qui peut-être dessinera notre avenir de demain, pour faire référence à ta question. La politisation de l'aide, donc je l'ai évoqué, c'est un vrai sujet, notamment lorsqu'elle est portée par les États, et je l'ai rappelé, le fait de pouvoir choisir quels sont les contextes qu'on va financer ou pas. On va payer les acteurs de l'aide pour pouvoir intervenir, des ONG ou autres, quand on est un État, eh bien, on choisit les enjeux où on a des intérêts, et ça crée les conditions du concept de crise oubliée. En fait, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le fait que, en 2022, quand une partie des financements occidentaux est partie sur l'Ukraine, ça s'est fait aux dépens de l'Afghanistan, du conflit au Soudan, en RDC. Et donc ça permet de comprendre la notion de crise oubliée. Ça n'est pas oublié par celles qui les vivent, mais elle est oubliée par, on va dire, des bailleurs institutionnels. Et d'ailleurs, vous pouvez donc comprendre à ce moment-là que ce sont les ONG qui ont la capacité d'avoir des financements autonomes qui peuvent aller dans ces crises oubliées. Et ceux qui ont des financements institutionnels, ils ne peuvent pas. Du coup, ils vont aller dans les pays qui sont bien financés. Ça, c'est important de pouvoir comprendre ça. Donc cette politisation de l'aide par les États, elle n'est pas nouvelle, elle a toujours existé. Il y a un autre élément de politisation de l'aide, c'est lorsque, aujourd'hui, on doit faire face aux politiques de contre-terrorisme, qui sont très actives aujourd'hui. Alors moi, j'ai rien contre le contre-terrorisme, je suis contre le terrorisme évidemment, mais le problème pour des acteurs humanitaires que nous sommes, c'est que ces politiques de contre-terrorisme, mis en avant par les bailleurs principaux que je vous ai évoqués, essentiellement occidentaux, impliquent et indiquent que vous serez financé si vous ne parlez pas à des groupes sur le territoire, sur les terrains où vous intervenez, qui sont classifiés terroristes. Et que si vous parlez à ces groupes-là, vous êtes considérés comme étant potentiellement des complices. Or, pour des acteurs de terrain, comme nous sommes, comme ce qui est la base de notre métier, lorsque vous voulez par exemple intervenir en Afghanistan, vous êtes obligé de négocier avec les talibans, même si évidemment vous ne partagez pas les valeurs qu'ils portent, mais c'est pour pouvoir toucher les populations qu'ils administrent. Et donc ça nous met en tension. Le fait de devoir discuter avec des régimes autoritaires, totalitaires, ça nous met en tension, et ça met en tension nos principes justement et nos valeurs. Et en permanence, on doit être sur ce fil du rasoir qui est le compromis ou la compromission. En permanence,
vous devez être sur ces lignes de crête où vous devez avoir en tête jusqu'à quel moment votre aide va être totalement détournée par un régime en place. Ça a été le cas en Corée du Nord dans les années 90-2000 et beaucoup d'ONG, dont MDM, MSF et d'autres sont partis parce qu'à un moment donné, lorsque vous avez 90% de votre aide qui est détournée par le régime et les militaires, vous ne pouvez plus trop toucher les populations civiles. Donc cette notion de compromission est au cœur des difficultés et des mises en tension de nos principes. Et cette notion de politisation que j'évoquais au travers des politiques contre-terroristes nous met aussi en difficulté parce que, évidemment, on n'a pas envie d'être considéré comme des complices des talibans ou des groupes terroristes d'Afrique subsaharienne, sous prétexte qu'on leur parle. Donc il y a un plaidoyer qui est important, fait par les associations, pour créer les conditions à ce que, justement, il puisse y avoir des exemptions, en fait, pour les humanitaires, dans certains contextes, de pouvoir parler à des groupes qui seraient qualifiés de terroristes, encore une fois, non pas pour soutenir leur idéologie, mais pour pouvoir toucher les populations qu'ils administrent. Un autre volet de la politisation de l'aide, qui me semble important que vous ayez en tête aussi, c'est quand l'aide peut être utilisée comme un outil de dépolitisation des contextes. Et là, la confusion militaro-humanitaire, je vous l'ai expliqué, a déjà été un sujet, mais je vais prendre l'exemple du conflit israélo-palestinien et du fameux corridor maritime que les Américains voulaient faire entre avril 2024 et juillet 2024. Les Américains annoncent la volonté de faire venir des bateaux par un corridor depuis Chypre pour pouvoir s'arrêter sur une barge devant Gaza, pour pouvoir alimenter la population dont ils se soucieraient et pour casser le blocus de l'armée israélienne, alors même que c'est une armée qu'elle soutient militairement, entre autres, et politiquement. Et donc vous voyez comment cette annonce, qui a été un fiasco opérationnel total, ça s'est arrêté en juillet, ça a été du grand n'importe quoi. C'est une manière de se réapproprier l'opérationnalité, la symbolique, la sémantique de l'action humanitaire pour envoyer un message d'une forme de compassion pour les civils de Gaza, sans forcément pointer du doigt pourquoi cette aide est nécessaire, sans forcément rappeler que Gaza n'est pas une île, mais que l'aide, elle peut arriver par la route, que des tonnes de matériel sont prépositionnés depuis de nombreux mois par les ONG et les agences des Nations Unies à Al-Rish en Égypte, et qu'il suffit de passer par la route pour pouvoir faire entrer l'aide, et que donc le problème, c'est pas la mer, c'est un blocus qui a tué 50 000 personnes, ou beaucoup plus, et qui a laminé tout un territoire et qui a déplacé 2 millions de personnes, et qui empêche l'aide de rentrer, et qui crée les conditions d'une famine et d'une mortalité démentielle, qui tue des humanitaires, et que le problème, c'est ça. Mais évidemment, lorsque vous tentez de vous réapproprier cette sémantique humanitaire, vous n'allez pas dans le dur, qui est que potentiellement le droit international humanitaire n'est pas respecté, que le blocus induit une famine importante, que l'aide est donc sous-proportionnée, et qu'au fond, peut-être que la question, c'est d'arrêter d'envoyer des armes dans la région, de défendre un cessez-le-feu, de créer les conditions d'une temporisation du conflit, et donc de générer l'idée que potentiellement Israël a certes le droit de se défendre, mais les Palestiniens ont juste le droit de vivre et de ne pas mourir de faim par un blocus occasionné par une armée qu'ils soutiennent eux-mêmes. Donc vous voyez comment on arrive à retourner au travers de la question humanitaire, au travers de sa réappropriation, on arrive à dépolitiser un contexte pour en faire un sujet humanitaire alors que ça doit être un sujet politique. Alors, donc ça, c'est important d'avoir en tête. Les autres éléments de politisation de l'aide, et notamment je pense aux catastrophes naturelles qui, comme vous le savez, peuvent être des temps éminemment politiques. Éminemment politique pour le pays qui le vit et les acteurs politiques et sociétaux qui les vivent, mais aussi dans le champ des relations internationales. J'ai repris l'exemple dans mon ouvrage du tremblement de terre qui a eu lieu au Maroc il y a 2 ans, dans le sud du Maroc, autour de Tafraout. Tafraout, c'est un endroit que je connais bien parce que moi j'y suis né à Agadir, j'ai grandi là-bas, donc évidemment ça m'a touché, et puis j'y vais régulièrement, notamment à Tiznit,
dans le sud. Et qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là? On a vu, il y a quand même c'était un tremblement de terre assez conséquent, même si c'était pas Haïti ou BAM en Iran, où j'ai pu aussi travailler avec MSF, où j'ai ouvert les opérations d'MSF sur le tremblement de terre en Iran en 2003. On a vu les autorités marocaines qui, avec leur armée, leur sécurité civile, ont relativement bien géré les choses et on envoyé un appel à l'aide internationale, ce qui est à tout le monde. Voilà. Et ont fait le choix de leurs partenaires. Ils ont pris l'Espagne, ils ont pris quelques pays du Maghreb et autres. Et ils ont refusé l'aide de la France. Donc on voit comment, pour des raisons historiques, j'imagine, ou pour simplement des raisons comme quoi ils ont réussi à gérer leurs problèmes avec leurs partenaires, avec leurs propres institutions. Ça a été, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais dans nos médias, dans la réaction politique, ici, un scandale, comment le Maroc, ancien protectorat, refuse notre aide, c'est une honte et compagnie. Juste, ça renvoie le fait qu'on a du mal à imaginer que certains pays du Sud peuvent simplement pouvoir gérer de manière assez correcte une catastrophe naturelle sans forcément qu'ils aient besoin d'autres personnes pour leur expliquer comment il faut faire. Ouais. Donc on est encore sur beaucoup de configurations, dans des approches néocoloniales de l'aide, dans des contextes où effectivement les catastrophes naturelles peuvent être éminemment politiques et où, au milieu de tout ça, l'aide est plus ou moins instrumentalisée. Un dernier exemple peut-être de cette aide politique, dans les années 84, MSF, Médecins sans frontières, intervient en Éthiopie, où il y a une famine, c'est l'époque, souvenez-vous, Band-Aid et tout ça, les concerts, tout le monde veut sauver la planète, et côté de la société civile, c'était super en fait. Mais en fait, on se rend compte que cette famine, elle n'est pas forcément générée par la crise climatique, elle est générée par une politique agraire d'un régime un peu autoritaire qui a poussé une grande partie de sa population à se déplacer et qui a créé les conditions d'une famine. Et MSF, à un moment donné, dit « Mais attendez, c'est pas possible, on peut pas, nous, on ne peut pas cautionner cette famine en ne pointant pas du doigt pourquoi elle a lieu. » Et donc, ils sont partis avant de se faire virer. Donc, on voit comment aussi, sur ce genre de problématiques dites humanitaires, se greffent des conceptions politiques qui peuvent remettre en question des gouvernements, des États, qui peuvent remettre en question des équilibres régionaux. Et donc, évidemment, nous sommes des acteurs, et je le rappelais, qui ne sommes non partisans, on ne défend aucune idéologie, mais évidemment, on est au cœur d'enjeux politiques dès lors qu'on se retrouve confronté à des acteurs qui ne respectent pas le droit international, qui ne sont pas engagés dans la lutte contre les inégalités, et ça, on l'assume complètement, quoi. Alors, je voudrais revenir avec vous sur ce qui est l'épicentre des crises humanitaires actuelles. Évidemment, Gaza, vous avez une longue expérience, vous l'avez rappelé un petit peu. J'imagine que c'est au-delà de ce que vous aviez pu imaginer voir dans votre carrière. Et puis racontez-nous un petit peu, si vous le pouvez, comment travaillent vos équipes sur place. Vous avez une centaine de personnes, tous des Gazaouis qui travaillent sur place au quotidien, qui essayent de travailler. Oui. Alors, Médecins du Monde, on travaille en France et on travaille à l'international dans une trentaine de pays, dont des pays en conflit. Donc on est en Ukraine, on est au Burkina, notamment en République centrafricaine, au Congo, au Yémen, entre autres, en Afghanistan. Évidemment, on est sur le conflit israélo-palestinien depuis de nombreuses années, avec des équipes à Gaza et en Cisjordanie. On est aussi au Liban, en Syrie. Donc c'est vraiment, il faut appréhender aussi la région à l'échelle régionale. On est aussi en Irak. Donc on connaît bien la région. Moi, je la connais un petit peu. J'y suis allé plusieurs fois. Je suis allé à Gaza il y a quelques années pour voir les équipes aussi. J'ai travaillé aussi en Iran, au Liban, entre autres. Donc, je vois un petit peu ce qui s'y passe, de mon œil, en tout cas, d'acteur humanitaire. La spécificité du conflit de Gaza, sachant que je ne fais jamais de priorisation entre quelles sont les crises les plus graves ou pas, est-ce qu'il y aurait des situations où les gens qui meurent dans la douleur le font mieux en Ukraine, à Gaza ou en RDC, j'en sais rien. Ce qui est spécifique de la dramaturgie de ce contexte gazaoui, c'est que vous avez 2 millions de personnes qui étaient déjà sous blocus avant le 7 octobre 2023, qui, je le précise, est un acte terroriste qui relève de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, qu'il faut dénoncer, et il n'y a aucun problème pour le faire. Même si, moi, sur les réseaux sociaux, et pas que, je suis souvent attaqué, remis en question,
complice du Hamas ou je ne sais pas quoi, sous prétexte que simplement je décris des faits humanitaires qu'on observe sur le terrain. Et je décris le fait que, effectivement, les attaques du 7 octobre sont un crime de guerre et qu'il faut pouvoir le dénoncer. Une fois qu'on a dit ça, on rappelle que Gaza était sous blocus avant le 7 octobre, depuis 17 ans, qu'il y avait déjà un contrôle sur les entrées, notamment de camions de matières premières, et que on a un blocus s'est substitué à un siège. Il faut distinguer les blocus des sièges des embargos. Un embargo, on va limiter, comme on l'a fait au début en Irak, en Haïti, en Sierra Leone. D'une certaine manière, on met la pression économique sur certaines élites ou autres. En général, ça impacte quand même les civils, notamment dans le champ de la santé. On l'a vu en Irak avec la question des médicaments et autres du système de santé qui avait quand même pas mal souffert avant même les attaques massives. Une fois qu'on a parlé d'embargo, on parle de blocus. Le blocus, c'est quand vous commencez à serrer un territoire donné, vous empêchez les entrées, vous régulez d'une certaine manière la vie sociale, politique, économique ou autre. Et le siège, eh bien, vous y rajoutez une composante de destruction massive, bombardement et autres. Et donc c'est vrai qu'à Gaza, ce qui fait la spécificité, je trouve, dans la dramaturgie de ce que peuvent vivre les gens là-bas, 2 millions de personnes sur 40 km de long, sur 8 de large, c'est qu'ils étaient enfermés déjà avant le 7 octobre. Et que donc, si on compare à Mariupol, le siège de Mariupol, le siège d'Alep, le siège de Grozny, qui ont été assez mortifères, avec le siège de Gaza, vous avez à Mariupol, par exemple, en Ukraine, la plupart, en général, dans ces situations-là, des populations, femmes, enfants, classe moyenne ou autres, qui peuvent se barrer. Et d'ailleurs, il y a eu des milliers, voire des millions de déplacés en Ukraine et des millions de réfugiés, vous le savez, en Europe, en Pologne, en Roumanie, mais y compris en France, en Espagne, en Italie, au Portugal. Là, à Mariupol, il reste en général, dans ce genre de contexte, on va dire des personnes âgées, souvent en rupture de liens de solidarité, des malades, des gens précaires, des combattants, quelques humanitaires, et eux payent un lourd tribut, c'est vrai. À Gaza, c'est tout le monde qui a mangé, quoi. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec 54 000 morts, mais ça ne reprend pas en compte, ça ne prend pas en compte tous les morts restés sous les décombres, tous ceux qui meurent à petit feu sous leur bâche en plastique par défaut de soins, parce que lorsque vous avez un asthme décompensé, un diabète décompensé, ou vous n'avez plus de traitement pour votre thyroïde, vous mourrez tranquillement sous vos bâches sans que le SAMU vienne vous chercher. Donc 54 000 morts, et vous pouvez multiplier par 2 ou 3 le nombre de morts sans trop vous tromper, 120 à 130 000 blessés, dont 20 000 nécessiteraient d'être pris en charge dans des hôpitaux de la sous-région, qui soient opérationnels. L'entièreté pratiquement du système de santé a été détruit. Il reste une dizaine d'hôpitaux plus ou moins fonctionnels avec assez peu de médicaments, un staff qui est épuisé. Vous avez quand même 400 humanitaires qui ont été tués. Alors c'est une majorité d'humanitaires palestiniens de l'Agence des Nations Unies. Mais nous, Médecins du Monde, on a perdu un médecin sous les bombes avec une partie de sa famille il y a 1 an et demi. MSF a perdu une dizaine de personnes. Alors, il n'y a eu qu'une dizaine d'expatriés qui ont été tués, notamment de l'association World Central Kitchen. Donc on voit bien quand même que les autorités israéliennes font attention de ne pas tuer des nationalités de pays qui les soutiennent, quoi, hein, que c'est essentiellement les Palestiniens qui se font tuer massivement. Enfin, 400 humanitaires tués sur un conflit contemporain, on n'a jamais vu ça. On a donc près de 100% de la population qui a été déplacée, c'est 2 millions de personnes. Nos équipes, nous, c'est une centaine de personnes qui travaillent avec nous depuis plusieurs années. On fait de la santé primaire, du soin en santé mentale, du droit en santé sexuelle et reproductive, de la prise en charge de la malnutrition. Aujourd'hui, le territoire habitable et autorisé de Gaza, c'est 20-25% de ce qui était avant le 7 octobre. Donc les gens se sont déplacés à plusieurs reprises. Nos équipes, aujourd'hui, cherchent à manger et à boire, en même temps font leurs consultations. Et simplement, pour que vous ayez une idée de l'impact du siège, on a fait une enquête nutritionnelle l'année dernière sur une cohorte de 15 000 personnes, d'enfants de 6 mois à 5 ans, et de femmes enceintes et femmes allaitantes entre juillet 2024 et avril 2025. On a montré une forte corrélation, si c'était nécessaire de le faire, entre l'intensité du siège et les taux de malnutrition. Et donc, lorsque le siège était très actif, et qui s'est renforcé autour de octobre-novembre 2024, parce qu'il y avait un nombre de camions qui rentraient de manière beaucoup moins importante, même s'ils étaient déjà sous-proportionnés, on est sur le taux de malnutrition à hauteur de 20-25%.
alors qu'on était à 0,8 avant 2023. Ensuite, lorsqu'il y a un cessez-le-feu, début de l'année 2025, on repasse à 5-6%, ça redescend parce qu'il y a de l'aide qui rentre. Et ensuite, en avril, on était déjà à nouveau à 25%. Donc on voit comment la faim, la soif, la destruction du bâti est une arme de guerre assumée par les autorités israéliennes. Et que c'est assumé, voilà, et c'est comme ça. Et c'est vrai que l'aide est empêchée, y compris en Cisjordanie, on pourra en reparler. Et donc, c'est ça la spécificité de Gaza, c'est que les gens ne peuvent pas sortir, ils ont été prisonniers, qu'ils se font bombarder, qu'ils n'ont plus rien à bouffer, que les humanitaires se font tuer, que le système de santé est totalement détruit. Alors, vous allez pouvoir me dire qu'effectivement, il y avait pu avoir potentiellement des centres opérationnels du Hamas sous des hôpitaux. Je ne dirais pas le contraire. J'en sais rien et probablement que c'est vrai sur certains hôpitaux. Mais le droit international humanitaire, il vous rappelle que dans de nombreux contextes, y compris celui d'un hôpital ou d'un centre de santé qui est occupé, non seulement les acteurs qui l'occupent n'ont pas le droit de le faire, en l'occurrence le Hamas si on parle de Gaza, mais la force occupante ou la force militaire adverse doit avoir une réponse proportionnée et pas tirée dans le tas. Ça n'a pas été le cas là-bas. Donc, non seulement le Hamas n'a pas respecté le droit international humanitaire, mais l'armée israélienne ne l'a pas respecté non plus. Et si vous voulez, ce qui est difficile, c'est qu'on n'arrive pas à faire entrer de l'aide de manière proportionnée, qu'on n'arrive pas à faire sortir nos équipes, je ne sais pas si dans 2 mois ils seront encore vivants. Et les derniers événements qui font le lien avec ce que je vous évoquais tout à l'heure sur la question de la politisation de l'aide, la décrédibilisation des acteurs humanitaires, c'est que vous avez aujourd'hui la mise en place de la GHF, la Fondation humanitaire pour Gaza, qui est en fait une organisation américaine qui est faite de mercenaires et qui est sous supervision de l'armée israélienne et qui ne respecte en rien les principes d'humanitaire que je vous évoquais. Donc c'est une organisation. Il n'y a même pas de statut légal, je crois. Ils sont enregistrés en Suisse, je crois, mais ils ont pas de. Enfin, c'est pas une ONG en tant que telle avec les principes. Apparemment, il y a juste une boîte aux lettres. Que je rappelais. En Suisse, d'accord. Bon, le patron de la GHF, c'est un proche de Trump. Donc voilà, on est dans un milieu politico de l'aide, pourquoi pas, mais ça n'a rien d'humanitaire. Et donc, ils sont censés construire ce qu'on appelle des hubs. Il y en a déjà des hubs logistiques. Il y en a déjà 4 qui sont opérationnels pour pouvoir distribuer une aide qui rentre par Kerem Shalom par des camions. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a environ entre 50 et 70 camions qui rentrent chaque jour avec un peu d'aide pour la GHF, un peu d'aide pour les Nations Unies, un peu de business privé. Alors qu'il en faudrait au moins 600 à 700 par jour. Et donc cette GHF, c'est quoi l'originalité et le drame? C'est que c'est le symbole d'une privatisation et une militarisation de l'aide. Ils répondent aux exigences américains et israéliens. Et d'une certaine manière, qu'est-ce qui est important de voir? Il faut l'amener à un contexte politique plus global. C'est que, dans le même temps, M. Netanyahou et M. Smotrich, le ministre des Finances, ont annoncé une recolonisation totale de Gaza. Pourquoi pas? Je n'ai pas à juger. M. Smotrich rappelle qu'ils vont pousser toute la population qui a déjà été déplacée à plusieurs reprises vers l'ouest et ensuite ils vont tous les concentrer, c'est ces termes, sur Rafah, avant potentiellement de pouvoir tous les faire dégager en Libye ou ailleurs pour réaliser le plan de la Riviera du Moyen-Orient de M. Trump. Et donc, ce que vous pouvez constater dans ce contexte-là, c'est que nous, en nous empêchant de faire entrer de l'aide, en nous tuant nos acteurs, en tuant les acteurs des Nations Unies, enfin tous les acteurs qui mettent en avant les principes que j'évoquais, en faisant rentrer la GHF, ils font rentrer des opérateurs qui vont pouvoir les accompagner dans leur politique coloniale et de déportation massive de population, sans que cette organisation ait son mot à dire et sans qu'elle fasse du plaidoyer ou qu'elle dénonce cette situation. Ce qui n'est pas le cas de nos organisations. J'ai évoqué le cas d'MSF en Éthiopie tout à l'heure. Et évidemment, notre posture, c'est de dire qu'on ne sera jamais, nous les ONG, les humanitaires, des opérateurs d'une politique de déportation au service d'un projet colonial. On juge ce qu'on veut de la colonisation, du fait colonial.
c'est pas le sujet, c'est le rôle des humanitaires là-dedans. Ce n'est pas le rôle des humanitaires d'accompagner ce genre de politique. Et donc voilà, la spécificité aujourd'hui de ce contexte de Gaza, c'est que je pense que, et c'est très difficile à anticiper dans les mois qui viennent, les ONG comme la mienne ou les Nations Unies auront du mal à pouvoir y travailler, qui seront remplacés par des opérateurs privés, des mercenaires. Et d'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui, la cruauté du truc, c'est que on a créé les conditions d'une famine, on fait rentrer un opérateur avec une aide sous-proportionnée, et les gens se font tuer en venant chercher la bouffe. Enfin, il y a déjà eu 500 personnes qui ont été tuées en venant chercher de la bouffe sur les hubs de la Fondation humanitaire pour Gaza. Donc voilà, en fait, j'ai pas de mots. Moi, j'ai vu plein de contextes pourris. Encore une fois, j'ai du mal à faire une dégradation entre est-ce que c'était mieux en Grozny, à Alep, à Mariupol ou à Gaza. Je ne le pense pas. Je pense juste qu'aujourd'hui, on assiste à une crise de l'humanité. Je ne parle même plus du crise humanitaire à Gaza. Une crise d'humanité où nos valeurs sont en train de s'effondrer et où, notamment les Occidentaux, et je parle en tant que citoyen français, eh bien, on est en train de perdre la dernière légitimité qu'on avait à soutenir le droit international humanitaire dans certains conflits. Voilà, donc on l'affaiblit, quoi. On l'affaiblit, on le met en difficulté. Voilà, et simplement. Est-ce qu'il y a génocide ou pas? C'est une question éminemment juridique. Ça prend du temps de définir, qualifier un contexte de génocidaire ou pas. Et à la limite, quand on voit, de mon point de vue, de notre point de vue, le non-respect des droits et les drames qui s'appliquent aujourd'hui aux civils de Gaza, on s'en fout de savoir si c'est génocidaire ou pas. C'est juste intolérable. Nous sommes une organisation, nous, Médecins du Monde, nous ne sommes pas des juristes. Donc on n'aura pas, comme Amnesty, comme Human Rights Watch, les compétences pour pouvoir dire oui, on dit que c'est un génocide ici à Gaza. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on corrobore le fait qu'on voit sur le terrain des meurtres de civils de masse, qu'on voit une aide qui est empêchée massivement, qu'on voit la création de conditions de vie pour les civils avec un impact sur leur santé mentale et physique qui est insupportable, dans un contexte d'intentionnalité annoncée par les autorités israéliennes de réduire en cendres la population civile, dont le Hamas, mais pas que. Et donc, on corrobore le fait qu'il y a des piliers, 3 des 5 piliers factuels de génocide qui sont présents. Voilà. Et cela est mis en avant par la Cour internationale de justice qui ne dit pas qu'il y a un génocide en 2024. Elle dit qu'il y a un risque possible, il y a un risque plausible de génocide. Et dans ces conditions, tous les États signataires des accords de 48, de prévention ou de répression du crime de masse, du crime de génocide, devraient tout faire pour empêcher qu'on en arrive à une situation où on passe d'un risque plausible à un risque authentifié, ou en tout cas d'une situation authentifiée. Et donc, ces États-là, dont la France, devraient tout faire. Et de notre point de vue, aujourd'hui, ils ne font pas tout pour, avec l'Europe notamment, pouvoir cesser cette dynamique d'annihilation. Alors vous avez évoqué le fait que les Nations Unies ne peuvent plus faire leur travail en Palestine. Est-ce que ça c'est inédit aussi? Est-ce que ça va dans une dynamique plus large? Comment vous la lisez, cet affaiblissement de l'ONU, et pas forcément uniquement dans sa partie humanitaire d'ailleurs? Je pense que, et ça rejoint la question que vous évoquiez tout à l'heure sur les perspectives de l'écosystème humanitaire et l'action humanitaire de demain. D'abord, on voit en Cisjordanie, mais bon, en Russie, les ONG sont extrêmement limitées dans leur capacité opérationnelle. Médecins du Monde, on s'est fait virer de Russie l'année dernière. Bon, on connaît la nature du régime. En Corée du Nord, je vous en parle même pas. En Chine, on n'arrive pas à bosser non plus. Et voilà, je ne vais pas m'étendre sur la nature autoritaire de ces régimes et où les droits fondamentaux tels que ils nous importent, c'est-à-dire aussi la question de la démocratie, de la liberté, tout ça ne sont pas des sujets. Mais on voit que c'est là que c'est plus problématique, c'est que sur nos propres terrains, il y a une remise en question de l'espace humanitaire indépendant. Alors, j'évoquais aujourd'hui la situation de réenregistrement des ONG, y compris israéliennes et internationales, qui se réduit de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes amené à critiquer la politique de M. Netanyahou, vous risquez de ne pas vous faire enregistrer, donc ça va être compliqué, y compris pour les ONG israéliennes. Mais de manière plus générale, si on revient sur le contexte français, rappelez-vous de la notion de délit de solidarité, cette épée de Damoclès qui était sur la tête des bénévoles, des salariés, des ONG, dont Médecins du Monde, à Nantes et ailleurs, où si vous vous occupiez de migrants ou autres, vous étiez passible d'une amende assez conséquente, voire d'emprisonnement. Voilà. Bon.
il y a cette tendance qui a toujours été un peu là une forme de pression, même si ce délit de solidarité a été mis au baquet, si je peux m'exprimer ainsi, par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, je ne sais plus, il y a quelques années. Mais quand même, quand Médecins du Monde et d'autres, moi quand je fais un débat ou quand je suis opposé notamment à des acteurs de l'extrême droite, on nous explique qu'on est des complices de passeurs, qu'on est des criminels, et que donc, quand on sauve des vies en mer Méditerranée, on fait d'appel d'air, et que donc, notre place, c'est en prison ou la dissolution, quoi. Quand on voit aujourd'hui comment M. Orban considère sa société civile et les ONG, notamment qui travaillent sur les migrants, mais pas que, sur l'LGBT, sur les minorités, sur le droit des femmes en Hongrie, on peut s'inquiéter de la dérive libérale. Quand on voit le régime de Mme Meloni, qui aujourd'hui aussi crée les conditions de code de conduite pour les bateaux qui sauvent des vies en mer Méditerranée. Ça veut dire quoi, les codes de conduite? Ça veut dire qu'on va vous restreindre votre espace opérationnel. SOS Méditerranée, Géobarin d'MSF, nous, j'espère, on aura un bateau l'année prochaine. Eh bien, on va vous dire, attendez, vous allez avoir le droit de faire un seul sauvetage pour une seule sortie, que vous serez obligé d'aller déposer les rescapés à l'autre bout d'Italie et pas dans le premier port pour pouvoir ensuite revenir rapidement. Donc ça veut dire des coûts plus importants, une perte de capacité opérationnelle. C'est créer les conditions pour que souvent des bateaux restent au port parce que sous prétexte que la climatisation ne serait pas aux normes. Tout ça, c'est pour restreindre l'espace interventionnel des ONG. Donc, mis bout à bout, si vous avez un regard un peu macro, des attaques des populismes, c'est notamment en limitant les fonds pour les organisations qui travaillent sur le climat, sur l'écologie, sur la solidarité internationale, le droit des femmes, des minorités, des migrants, que vous mettez à côté de ça la restriction des capacités opérationnelles via les différents moyens que je vous ai évoqués, que demain, peut-être, tout le cadre légal autour de la loi sur le séparatisme pourra être un levier aussi pour restreindre le champ des associations, où on expliquera, et on le voit déjà dans la manière dont les financements en France qui ont diminué commencent à être un peu plus attribués. Si tu n'es pas dans la ligne du gouvernement, on ne va pas te financer. C'est pas ça l'idée de la liberté, hein, c'est pas ça l'idée de la démocratie, mais c'est ça qui se passe en ce moment. Si tu es une association, tu vas prendre des fonds de l'État, mais que tu critiques le gouvernement en place, alors tu vas plus avoir les fonds. C'est pas l'idée républicaine, mais c'est ça qui est en train de se passer. Eh bien, on voit au global une attaque contre une certaine idée de la solidarité et au fond une certaine idée, il me semble, de ce que peut être nos sociétés diverses, avec des contre-pouvoirs, et donc une régression démocratique flagrante, quoi. Alors je reviens d'Ukraine, j'étais déjà un peu secoué, mais là avec tout ce que vous dites encore plus, elle est où là? Est-ce qu'il y a quand même une bonne nouvelle peut-être dans tout ce paysage noir? Oui, je crois beaucoup au fait qu'il y ait de bonnes nouvelles, parce que même si par exemple en France le champ de l'engagement bénévole est un peu en difficulté pour tous les assos, c'est difficile de recruter des bénévoles ou autres, ça reste quand même un pays où l'engagement est important. Moi, je défends, comme mes collègues d'MDM, on défend souvent le fait de rappeler que on est certes une organisation très politique, mais on est non partisane, vous l'aurez compris, ni de droite ni de gauche en même temps. On évolue dans le champ de la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales, environnementales, et donc on défend des politiques publiques, donc on est éminemment politique. Mais on n'est pas un parti politique et on n'est pas un syndicat. On est dans cet espace où vous pouvez vivre un engagement, que vous soyez soignant, accueillant ou autre, bénévole, salarié, où on est inscrit dans l'action, on produit un service rendu, on accompagne les populations dans la difficulté, et en même temps on témoigne de cela, on essaie de rationaliser les points de vue pour aller vers des arguments objectifs pour défendre des propositions dans le champ de la lutte contre les inégalités. Et ça, je trouve que c'est hyper important de garder ça. Après, chacun peut avoir ses propres engagements perso, mais c'est la ligne de notre association, de pouvoir être à la fois opérationnel. Ça commence par l'opérationnel, et ensuite ça finit sur le changement social via des éléments de plaidoyer. Et ça, c'est fondamental. Et du coup, je dis ça pourquoi? Parce que dans beaucoup de contextes aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, notamment Gaza qu'on vient d'évoquer, où il y a quand même une tension entre, on va dire, l'opinion publique, alors on n'a pas parlé des pays arabes, mais on aurait pu, hein, qui aussi sont des grands absents de la défense, de la survie des civils palestiniens notamment.
eh bien, les acteurs de la société témoignent de leur soutien et de leur tension, de leur mise en tension avec les politiques, on va dire, et le soutien vis-à-vis des peuples brimés ou autres, des inégalités, au travers des dons qu'ils font aux associations. Et nous, on n'a jamais eu autant de dons, quoi. Enfin, je dis pas ça pour que vous arrêtiez de nous donner si vous nous donnez. Continuez à nous donner, évidemment, parce qu'on n'a jamais assez d'argent, mais on voit que les donateurs sont des donacteurs, quoi. C'est-à-dire qu'on a plus de 350 000 donateurs réguliers et ils nous donnent de l'argent parce qu'ils croient aussi au projet de société qu'on défend, au projet fondé sur un contrat social où la solidarité fait partie de notre univers, où la vie n'est pas faite de souffrance et où on essaye de faire en sorte que les inégalités soient le plus atténuées possible. Et donc, les gens donnent. Donc, il y a des mobilisations aussi. Je trouve que c'est ça qui porte espoir sur le fait que, évidemment, on ne doit pas tout attendre de l'État, y compris dans un régime démocratique. On ne doit pas forcément tout attendre de l'Europe si on est aujourd'hui à Nantes sur pas mal de sujets. Et ça ne nous empêche pas d'être actifs sur nos terrains et on doit être actifs sur nos territoires. Edgar Morin parlait d'oasis d'intervention. Et moi, l'exemple le plus criant, je finirai par là aujourd'hui, me montre qu'on a de l'espoir à l'échelle de ce que nous sommes, des citoyens, dans notre propre environnement. C'est l'exemple du collectif Stop au cancer nos enfants malades de Sainte-Pazanne qui... parce que leurs gamins tombaient malades, parce que la puissance publique leur a expliqué que non, les gamins qui crèvent de cancer, c'est pas un problème circulaire, il n'y a rien à voir, alors qu'on sait que dans 90% des cas, c'est lié à des exposomes et des facteurs toxiques, pesticides, ondes électromagnétiques basse fréquence, hydrocarbone, tout ce qui est hydrocarbures et autres. Eh ben, ces familles, elles sont mobilisées et elles ont créé aujourd'hui sur le Pays de Ré l'Institut citoyen où avec des chercheurs de haut niveau, avec des élus locaux, avec des pollueurs et des pollués, on s'assoit autour d'une table. On a un mode de gouvernance qui est vachement intéressant. On dit ok, les agriculteurs ils ont besoin de bosser, les entreprises ont besoin de bosser, mais comment on va essayer de moins mourir ensemble du fait des travers économiques, on va dire de pollution de chacun. Et cet Institut éco-citoyen qui s'est construit à l'image de celui qui était à Fos-sur-Mer avant, dans le sud de la France. Et il y en a un autre qui se construit dans la vallée du Mont Blanc. Cet institut éco-citoyen, il va permettre de pouvoir faire des enquêtes de santé publique sur des problèmes de territoire donnés. Et vous n'allez pas attendre que Bruxelles dise « Tiens, les cancers pédiatriques à Sainte-Pazanne, c'est peut-être un sujet ». Vous allez dire « Non, nous, là, les citoyens, avec les élus, on va faire nos enquêtes avec les chercheurs qui viennent nous aider, les Laurent Suc et autres toxicologues qui aujourd'hui sont dans le comité scientifique, et on va comprendre pourquoi nos gamins y crèvent, parce que demain, on ne veut pas que d'autres gamins crèvent ». Eh ben c'est ça, quoi, aujourd'hui. Il faut se saisir de ça. Il faut y aller à fond. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas oublier la dimension nationale ou internationale ou européenne. Et donc voilà, je crois beaucoup à cette vertu de la société civile. J'avais écrit un bouquin qui s'appelle, je fais un peu de pub, La France qui accueille, où je mettais en valeur aussi les initiatives de société civile sur les questions d'accueil migratoire, pour essayer aussi d'influencer le récit un peu trop négatif, il me semble, sur cette question-là, qui est pas sans difficulté. Voilà, donc oui, l'espoir, il vient de nous et de chacun de nous, quoi. Eh bien, merci de votre engagement, Jean-François Corti, et puis merci d'être venu nous en parler. Et j'encourage d'ailleurs tous ceux qui souhaitent aller plus loin, prolonger la discussion, à continuer avec l'ouvrage que vous avez publié récemment, Géopolitique de l'action humanitaire. Toute une série de fiches, c'est extrêmement clair, dense et facile, et à lire. C'est ça, hein, ouais. Je vais vous passer le micro pour poser des questions. Cher monsieur, bonjour, pour cette intervention enthousiasmante, c'est catastrophique. Dites-moi, il y a un groupe de pays dont vous ne parlez pas et qui, sauf erreur de ma part, depuis des années, étaient les plus gros contributeurs à l'aide au développement et à l'aide humanitaire par citoyen, les démocraties du Nord. Est-ce que vous savez si elles ont réduit leur engagement ? Oui, vous parlez quoi de tout ce qui est Suède ouais. Tous ces pays-là, en fait, et c'est à l'échelle européenne, ont annoncé une coupe à hauteur de 50% des financements de l'appui au développement. Par exemple, l'Angleterre, qui n'est plus vraiment dans l'Europe, a annoncé une coupe de 50%. L'Allemagne a annoncé une coupe de 50%. L'Allemagne, quand même. Et ceux du Nord aussi s'inscrivent dans cette logique-là encore. Alors, j'ai pas le pourcentage précis par pays, mais la tendance
à l'échelle européenne, c'est qu'on passe sur un registre de 50%, et que ce sera probablement plus dans les années qui viennent. Et je pense, peut-être pour aller dans le sens de votre question, mais aussi pour la question que vous évoquiez tout à l'heure, qu'on va probablement, tout ce qui relève de l'aide publique au développement, c'est mort aujourd'hui, quoi. Parce que ça suit les tendances aussi d'une évolution des populismes et de l'extrême droite qui, pour diverses raisons, pense qu'il ne faut plus financer la recherche sur le climat, l'écologie et la solidarité internationale. Et donc, si on suit l'évolution de ces tendances politiques, et bien derrière, tous les projets qui sont des projets censés porter les droits fondamentaux qui ne sont pas reconnus dans l'idéologie des populismes, vont dégager. Et en fait, ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est que c'est vrai que jusqu'à présent, beaucoup d'ONG notamment, vous l'aurez compris, qui font partie de l'écosystème de la géopolitique de l'aide, étaient considérés par les États bailleurs comme ce qu'on appelle des outils de soft power, d'accord, diplomatique. C'est-à-dire que la France, en donnant une partie de son argent à des ONG françaises qui elles-mêmes travaillent sur certains terrains, c'est aussi une manière de soutenir indirectement des pays dans des partenariats où des opérateurs humanitaires plus ou moins indépendants intervenaient. Aujourd'hui, les populismes à la Trump, par exemple, ne considèrent plus que les ONG qui portent des valeurs de droits fondamentaux, lutte contre les inégalités, de droit à l'avortement, droit des minorités et compagnie, sont des relais de soft power. Ils ne les considèrent plus comme tels. On n'est pas effectivement des relais de cette idéologie. Donc ça dégage, si je peux me permettre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres acteurs qui seront pro-life, qui seront dans l'idéologie des populismes, qui à un moment donné seront des relais à nouveau de ces idéologies. Mais sachez qu'ils ne seront pas, ces acteurs-là, les porteurs de principes de solidarité tels que la définition de l'action humanitaire les rappelle et que je vous ai rappelé tout à l'heure. Oui, bonsoir. Mais merci beaucoup parce que vous faites bien la liaison avec notre pays de France et la région nantaise, donc avec Sainte-Pazanne. Je ne sais pas si vous avez affinité, mais vous semblez bien connaître le dossier. Moi, la question que je voulais rebondir, c'était quand vous évoquiez la fondation Bill et Melinda Gates, qui sont quand même très majoritaires à ce qu'on appelle l'OMS. Alors, ça va déranger peut-être des gens, mais je pense que la question mérite d'être posée. J'ai cru comprendre que récemment a été voté donc en fait un chèque en blanc au niveau de l'OMS pour les déclarations d'état de pandémie au niveau mondial. Quand on sait que c'est gouverné majoritairement, enfin c'est financé majoritairement par l'État américain et Bill Gates, est-ce qu'on est toujours en indépendance médicale vis-à-vis d'organismes de ce type ? Oui, alors c'est une bonne question sur l'indépendance des agences des Nations Unies et de l'OMS. Après, chaque État a sa propre politique et l'OMS n'est pas un prescripteur de normes contraignant dans les États, même s'il fait des recommandations qui sont censées être soutenues par tout le monde, et que donc chaque État a aussi la possibilité de conduire ses politiques sanitaires comme il l'entend. L'OMS n'est pas un opérateur de terrain, mais il est en appui technique le plus souvent. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de controverses autour de l'OMS. On l'a vu au moment du Covid avec la Chine, qui noyautait aussi pas mal l'institution. Et quand on connaît la manière dont ils considèrent les libertés individuelles et la gestion notamment des crises comme celle qu'on a pu vivre sur le Covid, et qui n'est pas notre manière de considérer ce qu'est la démocratie sanitaire et qu'on veut continuer à porter, effectivement, on peut avoir des doutes parfois sur les compétences de l'OMS. Il me semble quand même que ça reste aujourd'hui un outil de gestion multilatérale, notamment des questions sanitaires qui est importante. Et justement, quand on voit aujourd'hui que les États-Unis, l'Argentine vont en sortir, peut-être demain l'Italie, et je ne cite pas qui d'autre, sous notamment injonction de certaines idées populistes, effectivement, moi, c'est ça qui m'inquiète, parce qu'on sait que pour de nombreuses pathologies et maladies émergentes, on sait que s'il y a une maladie de ce type dans un endroit du globe, c'est toute la planète qui est concernée potentiellement par son développement. Et que donc, on ne pourra pas gérer seul. On a déjà vu pendant la crise Covid les éléments qui tournent autour de la thématique de la diplomatie sanitaire, notamment, ce terme-là que je vais employer, où on a vu notamment comment
au moment où il y avait de la pénurie des masques, pénurie des gants, il y avait des stratégies d'accaparement, de captation des pays les plus riches aux dépens des autres, qui a montré comment chacun jouait pour sa gueule, entre guillemets, si je peux me permettre, dans ce genre de contexte, ce qui n'est pas forcément bon pour l'ensemble de la planète, parce que c'est pas parce que vous aurez en France tous les gants pour vous protéger et les masques, alors même que le virus se répand en Espagne, que vous ne l'aurez pas plus tard. Et on a vu aussi sur la question des vaccins comment s'est incarnée cette notion de diplomatie sanitaire. Et je m'explique. On a essentiellement, les pays du Nord, capté les vaccins à ARN, qui étaient soi-disant les plus efficaces probablement. Et tous les vaccins à virus atténué, notamment produits par la Chine et par la Russie, sont ces vaccins qui ont été proposés en fait aux pays du Sud, la plupart des pays du Sud. Et c'est vrai que on a donné, je pense au Maroc que je connais un peu, la possibilité aux Marocains de pouvoir produire leurs propres vaccins et donc gérer leur propre situation sanitaire grâce aux vaccins chinois ou russes. Je sais plus, en tout cas, ce n'étaient pas les vaccins Pfizer ou autres ARN. Et donc on a vu comment aussi, au travers d'une crise sanitaire comme ça, les Russes et les Chinois, par exemple, au travers de cette capacité à produire de vaccins pour leurs partenaires de terrain, leur donner la possibilité de produire eux-mêmes ces vaccins, plutôt que, comme l'ont fait la plupart des Occidentaux, c'est tout capter et ne pas donner la possibilité aux pays du Sud, sous prétexte que technologiquement c'était trop compliqué de pouvoir développer eux-mêmes leur propre chaîne de production. On voit comment se sont intensifiées les relations plus fortes entre le Sud global et certains États comme la Chine et la Russie, qui aujourd'hui sévit sur notamment l'Afrique subsaharienne ou sous ces pays, Niger, Mali, Burkina, où vous avez les Wagner qui se retrouvent à différents niveaux de ces pays, pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, quoi. Alors, on va prendre une ou deux dernières questions. Madame. Ouais. Oui, bonjour. Juste une question un peu pratique, s'il vous plaît. Je voudrais savoir si vous cherchez des bénévoles pour des missions ponctuelles pour des gens qui n'ont pas forcément de formation médicale. Ouais, merci pour votre question, et c'est une question très importante. Comme je l'évoquais, on intervient en France. En France, on a une 50aine de programmes dans différentes régions, dont ici la région avec Nantes qui a plusieurs projets. Donc à Nantes, vous pouvez tout à fait être bénévole sur différents types de programmes. Il vous suffit d'aller à l'antenne de Nantes. Alors, j'ai pas l'adresse en tête, mais bon, c'est facile à trouver. Il y a des réunions régulièrement d'accueil de bénévoles, et vous pouvez être soignant, infirmier, infirmière, médecin, sage-femme ou autre, ou non soignant, faire de l'accueil dans un centre de santé, aider à l'organisation des maraudes, faire de la traduction. Il y a tout un pan d'activités qui ne relèvent pas de la formation médicale et pour lesquelles vous pouvez venir vous engager à nos côtés. Sur l'international, c'est plus compliqué de partir comme ça sur des brefs moments, sauf sur des urgences ultimes, genre catastrophes naturelles. Et c'est vrai que dans ces contextes-là, c'est plutôt des soignants qui partent. Mais en France, vous avez toute votre place de bénévoles. Et quand vous faites du bénévolat, vous n'êtes pas obligé de faire 10 heures par jour, vous êtes à la carte, vous vous organisez avec une équipe et vous n'avez pas forcément besoin d'être soignant. Donc oui, enfin moi je tiens, et les équipes de l'association Médecins du Monde tient, ce que j'évoquais tout à l'heure, au fait que nous puissions continuer à créer les conditions où notre association soit un lieu d'engagement qui soit autre chose qu'un parti politique ou un syndicat, voilà, qui soit un lieu d'action et de réflexion et de changement social. Eh bien merci beaucoup merci Jean-François Cortier à nouveau. Merci.